J'ai consacré cette deuxième partie de l'analyse de l'œuvre de Maupassant à l'étude du second extrait. Je tiens à préciser que j'ai opté pour le découpage de la nouvelle en parties pour vous permettre de suivre le cheminement de l'écriture et mieux percevoir sa structure et les différents procédés utilisés par l'auteur pour mettre en relief les multiples aspects d'une nouvelle fantastique. Lors de cette séance, je vais vous expliquer comment le fantastique s'incruste dans un cadre réaliste. Pour cela, j'ai fixé les objectifs suivants. Se familiariser avec le récit encadré ou enchâssé et le narrateur relais. Deuxièmement, distinguer les différents procédés de mise en évidence de l'étrange. Et, en troisième lieu, déterminer la temporalité des événements, à savoir les valeurs temporelles de l'imparfait et du passé simple, et le changement de rythme de la narration. Nous allons répondre maintenant à quelques questions une fois que nous ayons lu le début de ce deuxième extrait. Nous allons lire maintenant le deuxième extrait. Soyez attentifs parce que nous allons répondre à quelques questions. J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio, une petite ville blanche, couchée au bord d'un admirable golfe qu'entoure partout de hautes montagnes. Ce que j'avais surtout à poursuivre là-bas, c'était les affaires de vendetta. Il y en a de superbes, de dramatiques au possible, de féroces, héroïques. Alors, répondons à la première question. Par quel procédé l'auteur plonge-t-il le lecteur dans un cadre réaliste et rend le récit vraisemblable? Les procédés employés pour donner au lecteur l'impression de réel sont: le lieu où se déroule l'histoire existe réellement. En effet, il s'agit de la ville d'Ajaccio. C'est une île dépendant d'Ajaccio en Corse. Et il faut savoir que la Corse est une île dépendante de la France, qui se trouve en Méditerranée. Donc, elle existe réellement. Ensuite, l'auteur va nous faire une petite description de cette ville d'Ajaccio. Une petite ville blanche, couchée au bord d'un admirable golfe, qu'entoure partout de hautes montagnes. Une référence à une tradition caractéristique de cette région qui est la vendetta. Nous l'avons ici. Ce que j'avais surtout à poursuivre là-bas, c'était les affaires de vendetta. Alors, la vendetta est une tradition qui consiste à réparer une injure faite à une personne par la mort. La référence au métier du personnage principal. En effet, la fonction de juge d'instruction est une profession qu'on retrouve dans la réalité. La description du quotidien banal de ce juge d'instruction chargé d'enquêter et de rechercher la vérité. J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio. Ce que j'avais surtout à poursuivre là-bas, c'était les affaires de vendetta. La narration d'une histoire réellement vécue par ce juge et l'emploi du présent de vérité générale qui donne au récit une certaine véracité quand il dit ce terrible préjugé corse qui force à venger toute injure sur la personne qui l'a faite. L'introduction aussi de quelques phrases écorchées prononcées par l'anglais qui ne maîtrise pas la langue française que nous allons retrouver dans les extraits suivants. Quand il dit par exemple « J'avais eu beaucoup d'aventures, oh yes ». À travers tous ces éléments, l'auteur veut créer un effet de réel afin que le lecteur visualise la scène, mais surtout rendre son récit crédible. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le cadre a changé. Dans le récit cadre que nous avons étudié précédemment, l'histoire se passait à Paris, et là, l'intrigue se passe en Corse. Passons à la deuxième question. Qui est le narrateur dans cette partie de l'histoire et par quel pronom se désigne-t-il? Le narrateur est le juge Bermutier, il se désigne par le pronom personnel « je ». Là aussi, nous sommes passés d'un narrateur premier à un narrateur second. Il s'agit du narrateur relais qui va prendre en charge la narration d'une autre histoire qui est le récit encadré.
Troisième question, quels sont les indices qui montrent que le narrateur rapporte des souvenirs? Alors, ces indices-là sont l'emploi de la première personne du singulier, le recours à l'imparfait de l'indicatif, j'étais, j'avais, l'utilisation de l'adverbe de temps, alors, j'étais alors juge d'instruction à Ajaccio, et qui renvoie à un temps passé. D'ailleurs, on peut le remplacer par à cette époque, à ce moment-là. Faites très attention. Il ne faut pas confondre entre alors indicateur temporel et alors quand il est employé comme articulateur logique de conséquence. Ensuite, nous avons l'adverbe, l'emploi de l'adverbe de lieu là-bas. Ce que j'avais à poursuivre là-bas. Dans cette phrase, sous-entend que le juge n'est plus dans cette région-là. Nous retrouvons là les plus beaux sujets de vengeance qu'on puisse rêver. Les haines séculaires, apaisées un moment, jamais éteintes, les ruses abominables, les assassinats devenant des massacres et presque des actions glorieuses. Depuis 2 ans, je n'entendais parler que du prix du sang, que de ce terrible préjugé corse qui force à venger toute injure sur la personne qui l'a faite, sur ses descendants et ses proches. J'avais vu égorger des vieillards, des enfants, des cousins. J'avais la tête pleine de ces histoires. Nous allons passer maintenant à la réponse de la question 4, qui dit quel est le statut du narrateur et qu'est-ce qui justifie ce choix par l'auteur. Alors, il s'agit d'un narrateur personnage. Il est donc interne. Il rapporte l'histoire dont il a été l'un des acteurs et un témoin direct. Le recours au narrateur interne permet au lecteur de s'impliquer dans le récit et de s'identifier au personnage principal. Là aussi, vous pouvez remarquer qu'il y a un changement de narrateur. On passe des narrateurs externes en mission dans le récit 4 à un narrateur interne. Combien de temps a duré le séjour du juge dans cette vie? Son séjour a duré 2 ans. Depuis 2 ans. Le narrateur nous donne-t-il plutôt des informations à propos de ce qui s'est passé pendant cette période? Non, il occulte 2 ans d'événements et ne se focalise que sur l'essentiel qu'il raconte en une seule phrase. Depuis 2 ans, je n'entendais parler que du prix du sang. Le narrateur donc passe sous silence certains détails de l'histoire jugés inutiles parce qu'ils ne servent pas l'intrigue. Il s'agit d'un procédé qui s'appelle l'ellipse et qui est un procédé qui sert à accélérer le rythme du récit pour arriver à l'essentiel. Or, j'appris un jour qu'un Anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du Golfe. Il avait amené avec lui un domestique français, pris à Marseille en passant. Bientôt, tout le monde s'occupe de ce personnage singulier qui vivait seul dans sa demeure, ne sortant que pour chasser et pour pêcher. Il ne parlait à personne, ne venait jamais à la ville et, chaque matin, s'exerçait pendant 1 heure ou 2 à tirer au pistolet et à la carabine. Répondons à la question 7. Quel est l'élément qui vient perturber le quotidien des habitants? Alors, l'élément qui vient modifier le quotidien des habitants est l'arrivée dans la région d'un Anglais. J'appris un jour qu'un Anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du Golfe. Par quel outil l'auteur introduit-il cet élément perturbateur? L'auteur a employé la conjonction de coordination or pour permettre le passage d'une situation normale à une autre probablement anormale. Cet élément perturbateur est déterminant pour la suite du récit. C'est par rapport à lui que se définissent les actions ou les péripéties que va vivre le personnage plus tard. Il sert à provoquer la surprise et aussi à créer un moment de tension. Des légendes se firent autour de lui. On prétendit que c'était un haut personnage, fuyant sa
patrie pour des raisons politiques. Puis, on affirma qu'il se cachait après avoir commis un crime épouvantable. On citait même des circonstances particulièrement horribles. Je voulus, en ma qualité de juge d'instruction, prendre quelques renseignements sur cet homme, mais il me fut impossible de ne rien apprendre. Il se faisait appeler Sir John Rowan. Alors, que déclencha sa présence dans la ville? La présence de cet Anglais a suscité la curiosité des habitants et, vu que cette dernière n'a pas été satisfaite, des rumeurs ou des légendes, des rumeurs ont commencé à circuler à son propos, allant d'un haut personnage fuyant sa patrie jusqu'au dangereux criminel. Il se cachait après avoir commis un crime épouvantable, se cachant ainsi de peur de la justice. Pourquoi toutes ces légendes-là, pourquoi toutes ces rumeurs? Alors, toutes ces légendes sont alimentées par le comportement mystérieux de l'étranger qui ne côtoyait personne, ne parlait à aucun habitant du village, n'avait aucune famille et qui passait toutes ses journées à tirer au pistolet et à la carabine. Je contentais donc de le surveiller de près, mais on ne me signalait en réalité rien de suspect à son égard. Cependant, comme les rumeurs sur son compte continuaient, grossissaient, devenaient générales, je résolus d'essayer de voir moi-même cet étranger. Je me mis à chasser régulièrement dans les environs de sa propriété. Alors, répondons à la question, quelle stratégie inventa le juge pour se rapprocher de l'Anglais et satisfaire sa curiosité? Le juge, devant l'ampleur des rumeurs et pour pouvoir établir un contact, s'est mis d'abord à surveiller l'Anglais, puis à chasser régulièrement dans les environs de la propriété de ce dernier. Je me mis à chasser régulièrement dans les environs de sa propriété. Sa stratégie a réussi, étant donné que les deux hommes sont devenus proches, et l'Anglais a fini par inviter le juge chez lui. J'attendis longtemps une occasion. Elle se présenta enfin sous forme d'une perdrix que je tirai et que je tuai devant le nez de l'Anglais. Mon chien me la rapporta, mais prenant aussitôt le gibier, j'allais m'excuser de mon inconvenance et prier Sir John Rowan d'accepter l'oiseau mort. C'était un grand homme à cheveux rouges, à barbe rouge, très haut, très large, une sorte d'Hercule placide et poli. Il n'avait rien de la raideur dite britannique et il me remercia vivement de ma délicatesse et en un français accentué d'outre-Manche. Alors, comment nous est présenté l'étranger dans cet extrait? Le narrateur nous présente un personnage tout à fait banal, normal, courtois et poli. Alors, placide et poli. Même s'il reconnaît que son voisin ne ressemblait pas physiquement à un véritable Anglais. Il n'avait rien de la raideur dite britannique. Au bout d'un mois, nous avions causé ensemble 5 ou 6 fois. J'avais eu beaucoup d'aventures, oh yes. Puis, je me remis à parler chasse, et il me donna des détails les plus curieux sur la chasse à l'hippopotame, au tigre, à l'éléphant et même la chasse au gorille. Un soir enfin, comme je passais devant sa porte, je l'aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une chaise, dans son jardin. Je le saluai et il m'invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me le fis pas répéter. Passons à la réponse maintenant de la question 11. Relisez la phrase surlignée en jaune. Au bout d'un mois, nous avions causé ensemble 5 ou 6 fois. Est-ce que dans cette phrase, le narrateur nous donne des précisions sur ce qu'il a fait durant toute cette période? Eh bien, non, le narrateur ne donne aucun détail sur ce qui s'est déroulé pendant ce mois. Que fait-il alors? Donc, il passe sous silence des événements qu'il juge inutiles et qui ne servent pas le récit. Il s'agit d'une ellipse narrative qui est
aussi un procédé d'accélération du récit. Quels sont les temps verbaux employés dans le passage souligné dans le texte? Sur quoi nous renseigne-t-il? Alors, voici le passage souligné. Un soir enfin, comme je passais devant sa porte, je l'aperçus qui fumait sa pipe à cheval sur une chaise dans son jardin. Je le saluai et il m'invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me le fis pas répéter. Alors, nous avons les temps employés sont l'imparfait, passé, fumé. Le deuxième temps est le passé simple, aperçu, salué, invita, fit. Il faut savoir que l'imparfait exprime une action dans sa durée, qui sert à construire l'arrière-plan et préciser les circonstances du déroulement de la scène. Effectivement, cette phrase nous présente les circonstances de la rencontre de Bermudier et de Langlais. Par contre, le passé simple marque une succession chronologique des faits entre je l'ai aperçu, je l'aperçus, je le saluais, m'invitais, fit. Ce sont des actions qui s'enchaînent dans le temps et qui viennent l'une après l'autre. Ce sont aussi des actions brèves qui font avancer le récit et construisent le premier plan. Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise, parla avec éloge de la France, de la Corse, déclara qu'il aimait beaucoup cet pays, cet rivage. Alors je lui posai, avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif, quelques questions sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me raconta qu'il avait beaucoup voyagé, en Afrique, dans les Indes, en Amérique. Il ajouta en riant, « J'avais eu beaucoup d'aventures, oh yes !» Alors, nous allons répondre à la question 13. Que fait le narrateur dans l'extrait surligné en jaune? Alors, je lui posai avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif, quelques questions sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me raconta qu'il avait beaucoup voyagé en Afrique, dans les Indes, en Amérique. Il ajouta en riant, « J'avais eu beaucoup d'aventures, oh yes !» Donc, dans ce passage-là, le narrateur résume en quelques phrases la discussion qu'il a eue avec l'anglais, sans préciser les paroles de chacun. Cela veut dire que le narrateur n'a rapporté ni les paroles du juge, ni les paroles de l'anglais. Il n'a fait que résumer cette discussion. Il a utilisé pour cela, je lui posais des questions. Il répondit. Il ajouta. Donc, à quoi sert ce procédé? Il faut savoir qu'il s'agit d'un sommaire. C'est un procédé qui sert à accélérer le récit pour arriver à les événements les plus importants. Puis, je me remis à parler chasse. Et il me donna des détails les plus curieux sur la chasse à l'hippopotame, au tigre, à l'éléphant, et même la chasse au gorille. Je dis, tous ces animaux sont redoutables. Il sourit. Oh non, le plus mauvais c'était l'homme. Il se mit à rire tout à fait. D'un bon rire de gros anglais cantant. J'avais beaucoup chassé l'homme aussi. Puis il parla d'armes, et il m'offrit d'entrer chez lui pour me montrer des fusils de divers systèmes. Son salon était tendu de noir, de soie noire brodée d'or. De grandes fleurs jaunes couraient sur l'étoffe. Alors, pour mieux connaître son voisin, comment procède le juge? Pour satisfaire sa curiosité, le juge se mit à poser des questions auxquelles l'anglais répond sincèrement. Que découvre finalement le juge à propos de l'anglais? Les réponses de l'anglais ont permis au juge de découvrir que son hôte est un aventurier, un grand voyageur et étrangement un passionné de chasse d'animaux et d'êtres humains. C'est un homme étrange et mystérieux. Ces paroles, échangées lors de cette rencontre, représentent une scène qui sert à ralentir l'histoire. Sombre brillait comme du feu. Il annonça. C'était une drague japonaise.
Mais au milieu du plus large panneau, une chose étrange me tire à l'œil. Sur un carré de velours rouge, un objet noir se détachait. Je m'approchais, c'était une main d'homme. Non pas une main de squelette blanche et propre, mais une main noire, desséchée avec les ongles jaunes, les muscles à nu et des traces de sang ancien. Le sang pareil à une crasse, sur les os coupés nets, comme d'un coup de hache, vers le milieu de l'avant-bras. Autour du poignet, une énorme chaîne de fer, rivée, soudée à se rendre malpropre, l'attachée au mur par un anneau assez fort pour tenir un éléphant en laisse. Répondons à la question 16 qui dit « Quel est l'élément qui vient interrompre le dialogue entre les deux personnages ?» Alors, l'élément qui vient attirer l'attention de notre juge est une main momifiée accrochée à un mur d'un salon luxueux. Au milieu du plus large panneau, une chose étrange me tira l'œil. C'était une main d'homme. Donc il s'agit effectivement d'une main humaine qui était enchaînée et fixée solidement au mur par un anneau, comme il est mentionné dans le texte. Autour du poignet, une énorme chaîne de fer rivée soudée à ce membre malpropre, l'attachait au mur par un anneau. À quoi servent les passages descriptifs surlignés dans le texte? Nous avons ici tout ce passage qui est mis en jaune. Il faut savoir que le recours à la description dans un récit n'est pas gratuit. Effectivement, les passages descriptifs donnent des informations très détaillées sur les objets décrits et servent à introduire une atmosphère d'étrangeté, de doute et de malaise. Quel rôle jouent ces passages descriptifs dans le récit? Alors, il faut savoir que le recours à la description dans un récit n'est pas gratuit. Effectivement, ces passages créent un effet d'attente et favorisent une certaine tension et suspendent le récit, le retardent. Il s'agit d'une pause, donc le narrateur fait une pause pour décrire les objets et cela ralentit le rythme et crée également du suspense. J'ai demandé « Qu'est-ce que cela ?» L'anglais répondit tranquillement « C'était ma meilleure ennemie. Il venait d'Amérique. Il avait été fendu avec le sabre et arraché la peau avec une caillou coupante et séché dans le soleil pendant 8 jours. Oh, très bon pour moi, 7. Je touchais ce débris humain qui avait dû appartenir à un colosse. Les doigts démesurément longs étaient attachés par des tendons énormes que retenaient des lanières de peau par place. Cette main était affreuse à voir. Écorchée ainsi, elle faisait penser naturellement à quelque vengeance de sauvage. Quelle est la valeur de l'imparfait employée dans les passages surlignés? Alors nous avons été, retenez, été, se détacher, c'était, l'attacher. Alors, l'auteur a eu recours à l'imparfait dans un but bien précis et de décrire les lieux et cette main. Donc, il s'agit d'un imparfait de description. À quoi sert cette description? Cette description détaillée de la main, nous avons par exemple les doigts démesurément longs, attachés par des tendons énormes que retenaient des lanières de peau par place. C'était une main affreuse à voir écorchée ainsi. Ici, notre narrateur se focalise sur cet élément important de l'histoire. Il prend son temps pour le décrire afin, comme nous l'avons vu, assurer une pause et ralentir le récit. Ici, le ralentissement du récit est prémédité pour mettre l'accent sur cette main-là, qui est un élément primordial de notre nouvelle. Je dis, cet homme devait être très fort. L'anglais prononça avec douceur.
Oh yes, mais j'étais plus fort que lui. J'avais mis cette chaîne pour le tenir. J'ai cru qu'il plaisantait. Je dis, cette chaîne maintenant est bien inutile. La main ne se sauvera pas. Sir John Roy reprit gravement. Elle voulait toujours s'en aller. Cette chaîne était nécessaire. Alors, comment l'anglais justifie-t-il toutes les précautions prises pour mobiliser cette main, l'attacher au mur, l'enchaîner, etc. Alors, l'anglais explique au juge que la main est vivante et qu'elle risque de s'en aller si elle n'était pas enchaînée et fixée solidement. Quelle sensation cherche à provoquer l'auteur chez le lecteur à travers cette description précise de la main? Cette description minutieuse de la main provoque des sensations d'horreur, de dégoût, mais aussi de curiosité. D'un coup d'œil rapide, j'interrogeai son visage, me demandant « Est-ce un fou ou un mauvais plaisant ?» Mais la figure demeurait impénétrable, tranquille et bienveillante. Je parlais d'autre chose et j'admirais les fusils. Je remarquai cependant que 3 revolvers chargés étaient posés sur le meuble, comme si cet homme eût vécu dans la crainte constante d'une attaque. Je revins plusieurs fois chez lui, puis je n'y allais plus. On s'était accoutumé à sa présence. Il était devenu indifférent à tous. Alors, répondons à la question. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait justifier la présence de ces armes chargées? Alors, le narrateur dit « Je remarquai cependant que 3 revolvers chargés étaient posés sur les meubles, comme si cet homme eût vécu dans la crainte constante d'une attaque. » Alors, la présence de ces armes chargées posées à portée de main suggère l'imminence d'un danger qui pourrait menacer cet Anglais. Par quel procédé littéraire l'auteur crée-t-il une atmosphère étrange autour de notre Anglais? Alors, cette atmosphère d'étrangeté est soutenue par plusieurs procédés utilisés par l'auteur. Nous avons des champs lexicaux de l'étrange. Nous avons par exemple relevé du texte personnage singulier, légende, étrange, sauvage, détail curieux, le recours au vocabulaire de la peur et de la folie, épouvantable, horrible, crainte, fou, le lexique du doute et de la curiosité, rumeur, curieux, suspect, surveillé, poser des questions, interroger. Nous avons aussi le champ lexical de la violence, crime, tuant, vengeance, écorcher, attaque, chasser l'homme, mort, arracher la peau, coup de hache. Et l'auteur a aussi fait un jeu de couleurs en contrastant le rouge de la tapisserie et le noir de la main, l'éclat du jaune sur un support sombre. Maintenant, concernant les figures de style qu'il a aussi utilisées pour intensifier cette atmosphère étrange autour de l'anglais, nous avons le recours à la gradation. Les rumeurs sur son compte continuaient, grossissaient, devenaient générales. L'énumération, il ne parlait à personne, ne venait jamais à la vie, et chaque matin s'exerçait pendant 1 heure ou 2 à tirer au pistolet et à la carabine. Il a eu aussi recours à des comparaisons. 3 revolvers chargés étaient posés sur les meubles comme si cet homme eût vécu dans la crainte constante d'une attaque. La personnification aussi. De grandes fleurs jaunes couraient sur l'étoffe sombre. On a l'impression que ces fleurs-là sont animées et qu'elles couraient effectivement sur cette étoffe. Et l'insistance, quand il dit « un objet noir se détachait, je m'approchais, c'était une main d'homme ». Le narrateur n'arrivait pas à croire qu'on puisse coller à un mur comme ça une main humaine. Et aussi l'exagération. En décrivant la main, l'auteur a exagéré en disant les doigts démesurément longs étaient attachés par des tendons énormes. Toutes ces accumulations, ou toute cette accumulation d'outils stylistiques installe le mystère et le doute et préfigure la confusion dans laquelle sera le personnage principal, à savoir le juge
Bermutier. Faisons le point maintenant sur ce qu'on doit retenir après avoir répondu à toutes ces questions. Le narrateur relais fait une description rassurante de lieux réalistes et banals, met en place le cadre dans lequel va s'opérer peu à peu des glissements vers des perceptions inquiétantes, semant le doute chez le lecteur. Le récit fantastique est le plus souvent fait à la première personne par un narrateur digne de foi, qui peut être témoin ou acteur de l'histoire. Il assure souvent le lecteur de sa sincérité et scelle avec lui une forme de pacte de vérité. Son récit se présente parfois sous forme d'un récit rétrospectif en opérant un retour sur son passé et raconte ce qui lui est arrivé. C'est donc un récit fantastique emboîté dans un premier récit qui se veut réaliste. Alors nous avons vu que pour rendre son récit plus dynamique, susciter la curiosité chez le lecteur et créer un effet d'attente, l'auteur change le rythme de son récit. Des fois il accélère, des fois il ralentit. À la différence entre le temps de l'histoire ou de l'intrigue qu'on va noter TH et le temps du récit ou de la narration qu'on va indiquer par TR. Le temps de l'histoire, TH, aussi appelé le temps de la fiction ou de l'intrigue, et la durée qui s'écoule dans le texte, c'est le temps vécu par les personnages pendant l'histoire. C'est le temps global des événements racontés. Il suit une chronologie qui se mesure en heures, en jours, en mois et en années dans le texte. Par contre, le temps du récit, aussi appelé le temps de la narration, est le temps pris pour raconter cette histoire. Il se compte en nombre de pages et de paragraphes. C'est le temps que dure la lecture du texte. Donc, finalement, c'est le volume du texte que le narrateur va consacrer à chaque événement qu'il va raconter. Il est compté, comme je l'ai précisé, en nombre de pages, de lignes ou de paragraphes. Alors, je vais vous schématiser concrètement cette notion de temps du récit et temps de l'histoire. Observez bien ce schéma. Nous avons dans le récit cadre ou encadrant, on remarque que le temps que le narrateur a pris pour raconter l'histoire est le même que le temps du déroulement de l'histoire elle-même. Cela veut dire que le temps qu'il a pris pour raconter l'histoire est égal au temps de l'histoire elle-même, qui est d'à peu près 15 minutes, si vous vous rappelez bien, lorsque M. Bermutier était à Paris. Par contre, dans le récit encadré, le temps du récit mené par le juge est plus court. On va imaginer que le juge est en train de raconter l'histoire de la main en à peu près une dizaine de minutes. Et le temps de l'histoire elle-même, c'est-à-dire que l'histoire qu'il est en train de raconter, nous l'avons vu, a duré plus de 2 ans. Les tableaux qui suivent nous permettent de récapituler les principaux procédés d'accélération et de ralentissement. Nous avons donc vu auparavant l'ellipse, qui est le fait de passer sous silence une partie de l'histoire. À ce moment-là, nous avons le ton de la narration efface complètement celui de la fiction. À quoi sert le recours à l'ellipse ? Effectivement, comme nous l'avons bien précisé, c'est accélérer le rythme du récit et produire un effet de surprise sur le lecteur. Le sommaire, le narrateur fait un résumé d'une partie de l'histoire, et à ce moment-là, le temps de l'histoire est plus long que celui de la narration. Ce procédé-là accélère le rythme de l'histoire et il permet de souligner par contraste un moment intense de l'intrigue. Les principaux procédés de ralentissement sont la scène et la pause. Dans la scène, nous avons le temps du récit est égal au temps de l'histoire. Le rythme de la narration donc correspond à peu près au rythme de l'histoire. Et le lecteur a l'impression que l'histoire se déroule sous ses yeux. C'est par exemple le passage dialogué que nous avons vu dans le texte. Et quel est l'effet ou l'utilité de recourir à la scène? C'est donner une impression
d'immédiateté au lecteur, comme si le lecteur est en train de vivre ce qui se passe dans le texte, et ralentir le rythme du récit en détaillant l'action. Concernant la pause, le récit est interrompu par une pause descriptive ou une pause explicative, ou encore un commentaire fait par l'auteur. Le ton de la fiction ici s'arrête au profit celui de la narration. Pourquoi? C'est pour donner des informations sur les personnages et le cadre et créer également du suspense. Alors, pour faire simple et efficace, je vous propose ce dessin des procédés que nous avons vus. Vous remarquez que les figures sont très explicites. Prenons par exemple la scène. Pour la scène, vous remarquez que nous avons une égalité entre le ton de l'histoire et le ton de la narration. Nous avons ici une égalité. Pour le sommaire, vous remarquez qu'il y a un rétrécissement. Cela veut dire que les informations qui vont venir seront réduites. Le narrateur résume les événements, ce qui entraîne un rétrécissement du temps de la narration, ce qui provoquera une accélération du récit, de la narration. Pour ce qui est de la pause, c'est le schéma inverse. Le schéma inverse, c'est-à-dire, on va faire une pause pour donner des détails supplémentaires. Donc, le ton de la narration sera plus important. Pour l'ellipse, nous avons ici un effacement total du temps de la narration. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu, le narrateur prend la liberté d'effacer certains événements qu'il juge inutiles pour son récit, et cela permet une accélération du récit. Très chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.